Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette 14e émission, au programme, la découverte des ouvrages que nous avons sélectionnés pour vous au travers des chroniques d'Annie Sedan, Edmé de Havé, Karine Lordéguin et moi-même. Nous mettrons un auteur à l'honneur, comme d'habitude, avec un trailer, une chronique et son interview. Alors j'ai nommé Joe Valeska avec son nouvel ouvrage « Ainsi, je devins un vampire ». Nous vous proposerons enfin des trailers inédits ou pas. Mais avant de démarrer ce nouveau programme très chargé, vous pourrez le constater, je rappelle le grand concours en cours pour le nouveau hors-série de notre revue Les Petits Papiers de Chloé. Le sujet général, c'est fureur de lire, fureur d'écrire, en 4 actes. Nous en sommes déjà au 3e acte, dont le sujet est la plume trempée dans le vitriol. Une page A4, max, Times Roman 12, à envoyer avant le 1er avril. Les textes de l'acte 1 seront mis au vote dès le mois d'avril d'ailleurs. Si vous êtes auteur des éditions Chloé Délices, si vous le souhaitez, si vous avez envie de faire la promo de votre univers littéraire, de votre ou vos ouvrages, vous m'envoyez une présentation inédite, je dis bien inédite, avec illustration, première de couverture et votre photo. Enfin, n'oubliez pas l'appel à texte, toujours pour le hors-série, la phrase de Chloé étant « Sur le métier d'écrivain, remettez 100 fois votre ouvrage, 600 caractères max, ponctuation non comprise. Les 10 premiers textes seront publiés. » Et puisque je parle de notre revue Les Petits Papiers de Chloé, sachez que le tout nouveau numéro sur le thème des fantômes va paraître. Bon, mais écoutez, assez parlé, bonne émission! Aujourd'hui, me voici vers vous avec un livre Au-delà des barreaux de Bernard Wallerand, publié chez Chloé Délices, bien entendu. Alors, le plus simple, c'est de vous présenter par morceaux ce qu'il dit lui-même, ce qui est dit sur la 4e de couverture. Donc, on a Alice assiste aux funérailles d'une vieille dame. Au-delà des barreaux de la grille du cimetière, le corbillard conduit la défunte vers sa dernière demeure. Voilà, donc c'est une vieille dame dont on ne sait pas grand-chose, qui était très discrète et qui ne se livrait pas beaucoup. Donc Alice est là, et tout ce qu'elle a, je crois, c'est une photo de cette vieille dame. Alors nous avons Anna, enfermée dans son passé, prisonnière par son mari. Elle avait un mari violent, après avoir été un prince charmant, bien sûr. Il est devenu violent, possessif, elle ne peut plus rien faire. Donc malheureusement, un jour, elle a réagi et ça l'a conduit en prison. Donc elle est derrière les barreaux de la prison et elle dessine des petites barres à la craie pour les jours qu'elle y a passés. Nous avons Adélaïde, à travers le barreau de son petit lit, est éclairée de tendresse. Et la petite Madeleine, qui voyait les oiseaux sur la cime des platanes à travers les fenêtres de la prison, adore pousser la barrière de la plaine de jeu. Donc voilà, on a une enfant qui est née en prison et elle a les barreaux de son petit lit. Et puis alors nous avons les 2 personnages, je ne dirais pas centraux, mais qui sont le moteur de l'histoire finalement, qui sont Mathilde et Léon. Leur cellule d'amour semblait si ombragée avant que ne s'ouvrent les grilles de l'existence, donc là les barreaux.
Et voilà, c'est vraiment une ronde d'affection, d'amour, de choses difficiles à passer aussi, parce que bon, tout n'est pas loin d'être simple, vraiment. Mais c'est vraiment une chaîne, une ronde d'affection, de partage, de générosité qui se déroule sous nos yeux. C'est écrit avec beaucoup de tendresse et d'humanité. Ça fait un grand plaisir à lire ça. Il n'y a pas de pathos, de moments intenses, etc. Tout est soft mais profond. Moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille, c'était loin de ce que j'imaginais que j'aurais aimé lire un jour, mais finalement j'ai été prise, pas emportée par un coup de vent, mais vraiment j'ai suivi la petite lumière tout du long et j'ai trouvé ça très très réjouissant parce que même là où c'est dur, il y a l'amour, il y a la vie, il y a l'espoir. Céline Estelle. L'été, Gigi. Alors oui, il y a toujours cette créativité qui est globale, qui est absolue, qui est somme toute assez agglutinante. Et c'est une part de cette inspiration-là qui me tient sans cesse. Mais chez moi, il y a aussi la composition musicale, la peinture, le modelage. Donc c'est pas très différent. J'ai envie de dire que c'est un même élan créatif, un élan unique qui va emprunter différents canaux. J'écris pour exprimer, passer une expérience qui est j'ai envie de dire dans le semi-conscient et pour la passer au monde du réfléchi en lui offrant un cadre irréel ou un cadre tellement extrême dans la normalité qu'il en devient irréel. Oui. Alors l'été Gigi, c'est l'amitié, le désir, l'amour, l'alchimie de l'amour. Le désir de posséder l'autre, de posséder une vocation, une personnalité unique, une expérience qui plus tard ne serait qu'à nous. Et puis, il y a la France d'autrefois qui n'existe plus avec cette esthétique punk, post-punk du début des années 80 et ce qu'il en reste, en tout cas dans les années 90, et cette fièvre un peu new wave anglo-saxonne qui a envahi Paris à un moment donné. Alors pour résumer, trois âmes différentes, uniques, qui vont se connecter pour créer une entité autre, diverse et variée, pleine de dons, de talents, d'empathie. Donc trois âmes, une alchimie, une histoire qui marquera encore à l'âge adulte et j'ai envie de dire le lien éternel des gens qui se sont aimés tout simplement. J'ai décidé de vous présenter un petit roman, donc voilà, qui s'appelle L'été Gigi. Il est très court, hein, il fait une centaine de pages. Alors, une couverture franchement qui attire l'œil et qui donne envie de pousser plus loin, qui donne envie en fait de savoir ce que cache ce titre un petit peu particulier. Alors l'histoire, eh bien, ce sont trois adolescents qui se rencontrent et qui écrivent malgré eux, le temps d'un court été, une page indélébile de leur vie. Gigi est une superbe, sublime jeune femme de 17 ans qui n'a pas froid aux yeux, qui vient de la capitale, mais qui vient passer en fait ses vacances à Dormans, c'est une ville de la Marne, pour gagner un petit peu d'argent, pour ensuite partir à Londres voir un concert d'un groupe qu'elle adore.
Et en arrivant, elle rencontre Emma, qui est une toute jeune fille, timide, effacée, femme en devenir. Puis ensuite, elle rencontre Tristan. Donc c'est un loupard, c'est le cancre de la classe, mais a priori c'est un beau garçon qui attire tous les regards et qui fait l'envie de toutes les filles. Voilà. Donc en fait, entre ces trois personnalités, on assiste en fait à la naissance d'une amitié si forte en fait qu'on la croit inébranlable, puis à ce qu'on ne peut en fait, ce qui ne peut qu'en écouler, c'est-à-dire une histoire d'amour passionnel, passionné, un triangle amoureux qui va faire en fait des ravages. Dans ces 100 pages, en fait, ce n'est que tourbillon d'émotions, de sensations et de couleurs. Le récit, lui, va crescendo, en fait, mais s'arrête brutalement à la fin de cet été très particulier. Puis le temps implacable passe, tout s'effrite lentement jusqu'à la destruction des liens qui laisse en fait un goût amer. C'est le goût amer que laisse la vie, les souvenirs et l'amour. Céline Estelle nous propose par ailleurs un récit agité de remous, émaillé de réflexions sur l'existence, la jeunesse, la vie et la mort.
meurtre surnaturel, un triptyque enlevé, passionnant, complexe, que nous avons découvert avec un plaisir renouvelé tout au long de ces années, des dernières années. Alors les amateurs du genre attendaient une suite, hein. Alors là, voici donc les précédents, c'est le dernier en fait des meurtres surnaturels, le triomphe de Julian Kolovos, voilà. Et Joe Valeska, en fait, poussé dans ses retranchements, a décidé et a accepté de publier son tout premier roman qui s'appelle « Ainsi je devins un vampire », qui est en fait le socle de sa saga. Alors nous étions tous bien sûr dans les starting blocks, mais bon, vous le savez tous, Joe Valeska a l'art et la manière de tenir ses lecteurs en haleine, et depuis des mois en fait j'avais qu'une envie, c'est de découvrir son roman, de me replonger dans l'univers vampiresque qu'il avait créé. Alors la première publication de son trailer m'avait enthousiasmé, magnifiques images. La seconde un petit peu moins, mais parce qu'il n'y avait peut-être pas la surprise derrière. Mais ce deuxième trailer n'a pas vraiment entamé ma hâte de le lire. Alors, des réceptions bien sûr de l'ouvrage, je me suis plongée dans l'histoire et je me suis immergée au cœur en fait d'une histoire palpitante aux côtés de Virgile. Virgile qui est un fils de paysan tourmenté et révolté par sa position sociale. Alors imaginez remonter le temps d'un peu plus de 200 ans, vous êtes dans le Gévaudan à Marvejols, célèbre place bien sûr du Languedoc. Alors Gévaudan bien sûr je suis certaine que vous connaissez tous, notamment à cause de la Bête. Eh bien oui, la Bête on va la retrouver dans son roman. On va la croiser et elle va être en fait l'élément fondateur de tout son récit. C'est par elle que tout arrive et que la vie de Virgile, le paysan, bascule dans un cauchemar abject de 10 ans jusqu'à la rencontre, le sauvetage qui reconstruit le vampire Virgile de Lecroix et pas de la Croix. Si Ainsi je devins un vampire raconte en fait un processus, une transformation douloureuse, voire tragique à bien des égards, ce roman va bien au-delà. Il s'agit en fait d'une histoire d'amour maternel, filial, fraternel, à bien des égards, charnel même, et d'une vengeance qui amène une machination qu'on découvre curieusement dès le début, qui aura des conséquences que son instigateur n'avait sans doute pas correctement évaluées. Alors ce roman confronte en permanence ténèbres et lumière, les personnages positifs, joyeux, éclatants de bonté, un brin candide, hein, on dira, affrontent des êtres totalement mauvais, dévoyés, tordus par le mal, qui les possèdent, un peu comme si l'âme humaine avait subi, voyez, une brusque dichotomie non miscible en yin-yang. Aucun des sentiments humains n'y est oublié. L'amour, certes, mais également l'amitié profonde et indéfectible, la haine, la folie, la passion, auquel aucun des non-morts ne peut déroger. Construit en fait entre deux époques, de nos jours et le XVIIIe siècle, ce roman est pavé de faits historiques avérés ou pas. Il s'agit d'un roman atypique qui apporte au lecteur friand du genre une autre vision, en fait, une autre approche et quelques surprises de taille avec l'apparition notamment d'un autre héros que nous avons appris à aimer, j'ai nommé Julian Kolovos. Un seul regret, c'est la fin. Je ne vous en dirai rien, bien évidemment, mais Joé va nous en parler, je pense, lors de l'interview qui va suivre. Une fin qui amènera, je le souhaite, une suite à lire sans modération. Alors, on est ici pour parler de ton tout dernier roman qui s'appelle « Ainsi je devins un vampire ». Donc, ça fait partie de la saga des non-morts. A priori, déjà, tu avais fait des vampires. Hein, c'était donc les meurtres surnaturels, qui est la 3. Oui, il y avait quelques vampires qui apparaissaient dans la 3e. Voilà, quelques-uns. Quelques-uns. Ouais, beaucoup. Voilà, là.
Et puis, pour te présenter un petit peu, hein, tu n'as pas fait que ça. Je n'ai pas fait que ça. Tu as fait des paroles de chansons. Des paroles de chansons. D'accord, avec donc dans ma jeunesse qui ont été publiées par Chloé Delis bien plus tard. Voilà, c'est deux Ultimate Collection donc Euphorique et Désespérée. Donc il y a 2 tomes. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Un peu l'histoire de ma jeunesse. Voilà. Et puis, donc on va un petit peu parler de l'évolution de ton écriture, de l'évolution de ton univers. Et j'aimerais savoir pourquoi, en fait, tu as démarré sur l'univers des vampires. Puisqu'en fait, d'après ce que j'ai compris, Ainsi je devais un vampire, c'est bien ton premier roman. C'est le premier que j'ai écrit. Donc c'est bien avant, en fait, donc tes textes de chansons, peut-être? Oui. Après. C'est après? Après, quand même, oui. D'accord, bon. Les chansons, j'avais 13 ans. Ah oui, carrément. D'accord. Et donc, pourquoi tu as démarré sur cet univers-là, qui est quand même spécifique, on est d'accord? Tout bêtement, par la découverte d'un film au départ. Entretien avec un vampire, oui, je pense avec bien. Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, etc. Je ne savais pas que c'était tiré d'un roman. Ouais. Et un ami m'a dit, mais si tu as aimé le film à ce point, tu devrais découvrir le roman. J'ai dit, ah bon? Donc j'ai découvert le roman quelques jours plus tard, et là, oh là là, c'est énorme. C'est énorme et c'est ce que je voudrais réussir à faire. D'accord. Et donc j'ai découvert cette grande autrice, Anne Rice. Et donc j'ai écrit ce roman en 2 ans, en 2004-2005, quelques années après avoir vu le film. D'abord j'ai dévoré tout son univers, tous ses livres, et après je me dis, allez, on s'y met, on essaye. Mais je l'ai gardé pour moi très longtemps. D'accord. Je l'ai fini, mais je l'ai gardé... Et pourquoi tu n'as pas voulu éditer avant, en fait, donc tes meurtres surnaturels? Alors, tu as vu la critique de Chloé Delis quand ils l'ont accepté, violent, brillant, et comment ils ont marqué, comment ils ont marqué ça? Alors, j'ai besoin de lunettes maintenant par rapport à la dernière fois. Moi aussi, hein. Violent, choquant et brillant à la fois. Alors brillant, ça je laisse les gens seuls juges, mais violent et choquant, je m'étais dit que j'étais peut-être allé très loin. Eh bien moi je pense pas. Non, alors ça fait plaisir. Non, moi je pense qu'en fait les plus violents et les plus choquants, en fait ce sont des contes épouvantables, qui sont extrêmement sanglants, qui sont violents, mais qui sont totalement, impressionnants. Voilà, c'est que voilà, donc pour moi... Il y en a quelques-unes qui sont bien gratinées. Voilà, alors pour moi en fait, celui-ci, le dernier, est beaucoup moins violent que les autres. Hein, c'est, on va dire, c'est comme une approche. On met un pied dedans et puis on voit ce que ça donne. Hein, on est d'accord? Bon, alors, moi je pensais en fait que tu serais plutôt inspiré de Dracula, de l'histoire. Tu sais, Dracula, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis quand même fan de Christopher Lee depuis que je suis tout petit. Mais là, c'est l'acteur. On regardait les Dracula en cachette à cette époque-là. Mais j'ai toujours été passionné de petit par les vampires. Ouais. Ah oui. Ouais. Dracula, c'était quelque chose. Voilà. Christopher Lee, quand il apparaissait à l'écran. C'est le tip top du vampire. Exact. Du truc vampire, d'accord. Donc, à présent, donc là, on a dit, tu avais, on va dire, un héros principal, Julian Kolovos, qu'on retrouve là, un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, c'est juste le clin d'œil. Un caméo, comme on dit aujourd'hui. Ouais, c'est le clin d'œil, voilà. Tu avais Ivana, etc. Et ici, en fait, on découvre un autre futur vampire, Virgile. Ouais. Alors, comment il est Virgile, en fait? C'est un enfant au départ très, très heureux de vivre, très, très jovial, très taquin, très curieux, très aventureux. Jeune homme, il se découvre donc... encore plus aventureux, notamment avec les filles, un petit tombeur, qui par contre vit très mal sa relation avec son père, qui le déteste cordialement, et sa vie c'est sa maman, son petit frère qui naîtra un peu plus tard. On le trouve un petit peu peut-être superficiel au départ quand on le rencontre, inconséquent, mais il y a beaucoup plus derrière. Il est quand même bien plus profond que ça. Enfin, moi je l'ai trouvé décalé,
par rapport à son temps. Mhm. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a peut-être un petit peu d'autobiographie dans ce personnage? Je crois qu'on met déjà beaucoup de soi dans nos personnages, déjà. Absolument. Mais c'est vrai que dans celui-là, c'est un peu comme si je m'étais fractionné en plusieurs parties. Il y a un peu de moi dans Virgile, il y a un peu de moi dans sa maman, il y a un peu de moi dans son papa, hélas, il y a un peu de moi dans son Oui. petit frère, dans D'accord. ses amours aussi, Mhm. dans ses amis. Mais oui, ça part au départ de... Je ne sais pas si on peut aborder ce sujet-là. Dans tous mes écrits, si tu l'as constaté, je parle beaucoup de fraternité. Mhm. Et plus On dans en ce parlera roman-là tout à l'heure, encore, ouais. plus dans ce roman-là, j'ai voulu traiter cela. Mhm. Ce frère absent qui devrait être là. Et voilà, On en reparlera. c'est un peu le sujet du roman aussi. D'accord. Alors, comme je te disais, pour moi, c'est un roman qui est moins sanglant, à mon sens, hein, mais certainement plus complexe que les autres, parce que tes personnages, en fait, bon, Virgile, mais pas que, ils ont un vrai passé, ils sont profonds, ils ont une personnalité, ils ont vécu des choses, et c'est ce qu'ils ont vécu qui va faire ce qu'ils vont devenir. Ouais. Hein? Plus, je pense, que dans Meurtre surnaturel. Oui. Et donc, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Bon, d'accord. Tu me parlerais de cet autre personnage que va rencontrer Virgile à un moment crucial. À un moment crucial de sa vie qui va le sauver. Tu parles de Benjamin? Alors, dis-moi. Benjamin Lebeau, c'est un vampire. Ouais. Je crois qu'il est marseillais, si je me souviens bien, ce que j'ai écrit, parce que des fois on ne se souvient pas de ce qu'on écrit. Je confirme. On en parlait tout à l'heure. Alors, il est marseillais, il est un peu plus âgé, donc c'est lui qui va le sauver d'une harpie, on peut appeler ça comme ça, donc d'une vampiresse qui sous prétexte de le sauver, va utiliser Virgile pour le torturer, Mais qui est un peu fatigué pour ses aussi. plaisirs physiques, sadiques, etc., etc. Elle va le torturer pendant 10 ans, elle va complètement l'anéantir. Alors, on découvre Virgile, comme je te disais, très, très ouvert, très, très épanoui, très, très heureux de vivre, etc. Et elle le détruit totalement, au point que, quand il a 24-25 ans, quand il est transformé en vampire, elle le réduit à l'état de petit garçon. Et il sera sauvé au bout de 10 ans par ce vampire, Benjamin, qui a entendu ses appels au secours, et qui va le reconstruire amicalement. Ça va être son maestro, il va lui faire découvrir le monde, les pays, tout ce qui fait que tout ce qu'il a raté dans sa vie. Non. Ça devient une amitié avec beaucoup de respect et d'admiration. Alors, comment est-ce que tu construis tes personnages? Comment tu abordes ton écriture? J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Ça vient tout seul, ça, tu sais, j'imagine, comme toi, comme la plupart des auteurs, ça vient tout seul. J'invente un personnage au départ, je vois où il veut. Je crois que on suit plus nos personnages, c'est eux qui nous dirigent vers où ils veulent aller. Par moments, c'est bizarre à dire, Ouais. mais je crois que Ils ont leur on propre donne vie. 2-3 détails et après ils ont leur vie propre. C'est curieux à dire, mais c'est comme ça. Donc, on avait parlé entretien avec un vampire. Donc, tu as parlé de ça, de ce film roman qui t'a inspiré. Mais en fait, il est quand même différent, puisqu'avec entretien avec un vampire, si tu veux, bon, il n'y a pas de finalité, pas vraiment. Tandis que toi, la finalité, on la découvre déjà au début. Donc déjà, on se dit, bon. Et il y a une évolution de cette finalité au fur et à mesure du récit, jusqu'à la fin. On est d'accord. Donc en fait, dès le départ, on sait pourquoi il y a Virgile donc, a appelé les journalistes, ce qu'il veut faire, ce qu'il arrive dès le départ. Ouais. Voilà. Après, Donc, c'est tout le flashback, tout raconté.
Et pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi est-ce que tu as voulu donner, si tu veux, quelque part la solution au début? Sincèrement, je ne sais pas. D'accord, tu as fait comme ça, c'est venu comme ça. Non. Donc tu voulais déjà le mettre sur la table. Pas planifié. Donc je pense que tu voulais le mettre sur la table, c'est fait. Maintenant, je vais vous raconter voilà. ça. Il est arrivé ça, et maintenant on va voir pourquoi. Voilà. Ouais, bon, d'accord. Tout simplement. Donc là, on arrive à la fin de l'interview. Tu penses que tu vas rester dans cet univers vampiresque? Pas nécessairement. Bon, là, évidemment, si je continue, oui, évidemment. Mais, tu m'as dit qu'il y aurait peut-être un tome 4 de pour, Juliane, ouais, je ne suis pas prêt à leur dire au revoir. Ouais, mais je pense que les lecteurs, ils n'ont pas envie non plus. Je sais que les gens aiment bien Francesco, Ivana, Juliane aussi, évidemment. Moi, je préfère Juliane, hein, je te dis franchement. Bah ouais, tu es une femme, c'est normal. Ouais, Ivana, elle m'agace. Voilà. C'est fait pour. Voilà. Je l'ai créée pour agacer, elle est complètement starbée. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'on va retrouver dans le prochain, est-ce que tu penses qu'on va retrouver d'autres personnages de Juliane, c'est sûr. Le reste, je ne sais pas trop, mais Juliane, c'est sûr, oui. C'est sûr. Juliane fera partie intégrante de la suite d'un Si je deviens vampire qui s'appelle Scoop, qui s'appelle L'Ascension de Shade. Alors Shade, c'est un personnage que j'avais introduit dans un flashback dans la chute de Julien Colobos, et je me suis dit, je crois que ça va être le grand, grand Manitou de toute mon œuvre, entre guillemets, si on peut appeler ça une œuvre. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup voilà, de nous avoir parlé. Puis je souhaite encore en lire beaucoup. Hein. J'espère. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du très beau livre de Pascal J.B, Le Bic et les pierres. Alors, j'ai pas lu ce livre tout de suite parce qu'en réalité, je n'étais pas certaine d'avoir envie de le chroniquer. Et pourtant, si deux personnes ne peuvent être plus différentes l'une de l'autre, c'est bien Lucia et Clara. Lui est un enfant qui vit dans un petit village africain, avec ses codes, sa culture, son rythme. Elle est une femme européenne vivant en Belgique. Il est un petit garçon plein de curiosité, un petit lutin malicieux à l'âme d'artiste. Elle est une femme à l'esprit cartésien, amoureuse des mathématiques. Ils se rencontrent alors que Clara accompagne un groupe chargé de renforcer une structure scolaire dans la région où habite le petit Lucien. Par mégarde, un simple bic tombe au sol, roule aux pieds de l'enfant, qui le ramasse comme un précieux trésor. De cet événement insignifiant va naître une amitié riche en réciprocité. Car malgré leurs différences, Lucien et Clara partagent la connaissance de la vie, de la mort, de la culpabilité. Pascal J.B. nous livre, ici en toute honnêteté, sans pathos ni mièvrerie, un récit plein de compassion et d'empathie. De sa plume sincère et directe, elle nous narre une rencontre où l'humanité n'est pas un vain mot, où la résilience se construit dans le partage des émotions, des regrets et de la connaissance de la fragilité de l'existence. Le Bic et les pierres, c'est le genre de livre qu'on ne regrette pas d'avoir lu. C'est le genre de livre qui nous rappelle, même si ce n'est pas ici le sujet premier, que faire preuve d'humanité reste l'arme la plus efficace face au triomphe de la médiocrité. Bonne lecture à tous!
Bonjour, me voici avec un livre coup de cœur. Franchement, coup de cœur cette fois-ci. C'est le genre de livre que j'aime bien, donc évidemment c'était déjà facile. Donc Souvenir nomade de Johan Paquet. Je ne connaissais pas l'auteur, je n'ai rien lu de lui, donc je me suis laissée tenter par des extraits que j'avais lus et j'ai bien fait. Alors, il s'agit d'un souvenir, effectivement, et très nomade, parce qu'on se retrouve en Asie, on se retrouve en Afrique, au Mozambique, au Burundi, au Vietnam. Ça bouge aussi dans les années, parce qu'on a l'auteur plus jeune, moins jeune. Ça va d'avant en arrière, il n'y a pas de chronologie. Et on rencontre les perles du voyage, donc des gens qui ont toute une histoire comme tout le monde. Ce sont évidemment des histoires pour nous qui sont insolites puisque ça se passe dans d'autres cultures, avec d'autres critères. C'est ça aussi qui rend le livre extrêmement attachant. Je ne vais même pas vous lire des extraits parce que je ne saurais lequel choisir. Il n'y a pas eu un seul récit qui m'ait fatigué ou déçu. Tout est vraiment emballant. Il y a certains qui ressemblent vraiment à des aventures, avec des rebondissements, je ne vais pas dire du suspense, mais quand même des questions qu'on se pose. Des vies difficiles, comme par exemple cette jeune Vietnamienne qui, parce que la famille est pauvre, elle se retrouve à faire elle est engagée comme babysitter en Chine, mais en fait elle est plutôt sex-sitter pour les deux fils qui sont adultes. Donc c'est moche, c'est sordide, et on voit comment cette jeune fille finit par s'enfuir et ce qui lui arrive par la suite. On voit Bakoko qui est un vieux monsieur africain au Mozambique qui boitille. Je crois que c'est en Mozambique, il y a tellement d'endroits que... Et on découvre une histoire presque oedipienne, je dirais, sous vraiment d'autres cieux, avec d'autres décors. Bon, c'est chapeau à l'auteur, moi j'ai adoré. Ça sent le vécu, bien sûr, puisque ce sont des rencontres réelles. C'est mon coup de cœur, ça c'est vrai, je ne peux rien dire d'autre. Donc voilà, paru chez Chloé Delis, Souvenir nomade de Johan Paquet. Alors je suis toujours très impatiente de me plonger dans l'écriture de Patrick Beaucamp. Voici, cette fois-ci, donc il publie, toujours aux éditions Chloé Delis, Entre rivière et forêt, un titre qui est en fait le titre de la toute dernière nouvelle. Donc il s'agit de 10 courtes nouvelles sur 123 pages. Ce sont des nouvelles, des textes courts, mais noirs, voire très noirs, mais vraiment prenants. Patrick Beaucamp nous fait partager de courts instants de vie, des destins brisés, des existences cabossées, émaillées de brèves mais rares lueurs d'espoir. Des personnages déchirés qui nous font frissonner, l'ambiance est vraiment pesante. Si je devais donner une couleur en fait à ces histoires, ce serait le gris très foncé. Comme toujours, l'écriture est très agréable, précise, imagée et entraîne sans difficulté le lecteur dans ces petits microcosmes dramatiques, on va dire. La mort, très présente, n'est pourtant pas présentée comme terrifiante ou terrible, ce qui m'amène au thème sous-jacent, la résilience, surmonter, survivre coûte que coûte. J'ai passé un excellent moment de lecture à découvrir. L'eau s'étend à perte de vue, bleu, clair ou foncé, se fondant dans le ciel, reflétant le ciel. Des ombres fugitives passent parfois sous les vagues, créant de nouvelles teintes bleues ultramarines. Un craquement fissura l'espace, se propageant en un bruit rauque et puissant. Puis, se répercutant contre les parois,
il se diffracta en une brève et blanche symphonie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Naonnet 2084 d'Yvonne Endurant. Ce roman est un roman d'anticipation, mais pas que. Mais commençons par l'histoire. En 2084, 4 jeunes Naonéliens, 4 amis, se retrouvent lors d'une soirée arrosée au cours de laquelle ils discutent de l'ennui qu'ils ressentent dans leur vie. Le lendemain, ils se réveillent dans un parc qu'ils connaissent et reconnaissent, pourtant la ville est différente. Un voyage temporel les a propulsés à Nantes en 2041. Commence alors pour eux la découverte d'un monde bien différent du leur, bon gré mal gré. Ils vont devoir se construire une vie, même s'ils ne comprennent ni comment, ni pourquoi ils sont arrivés là, et ce, tout en gardant l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux. En tout cas, l'expérience pourrait leur réserver quelques surprises. Plus qu'un roman d'anticipation, ce livre est une lorgnette qui permet à Yvonne Endurant d'examiner notre époque et nos habitudes pour les égratigner d'une plume critique, poser un avis sur la marche du monde, de l'Europe, de la France, et enfin, explorer un futur plausible ou non. Mais ça, ce sera à vous de le décider. Alors bonne lecture à tous. Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre de Jonathan Seale, ou Seale, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Family Crush. Et bon, je me suis très bien amusée, je dois dire. L'auteur a beaucoup d'humour et il présente un personnage qui est franchement un grincheux de premier ordre, mais on le comprend parce que la façon dont il nous décrit les gens qui l'entourent, particulièrement sa belle famille, et les lieux où il va, où il se trouve, il déteste tout. Donc, il le déteste avec une langue bien acérée. C'est plutôt amusant de le lire. Alors, je vous situe le bouquin. On a une famille, donc un malheureux, je ne sais plus comment il s'appelle, Bertrand, oui Bertrand, qui prend l'avion avec sa belle famille pour aller passer un petit séjour tous ensemble. Il ne peut pas les supporter, ni les uns ni les autres. Et voilà qu'il est en plus convaincu que l'avion va se crasher. Donc il est très tendu, il est super inquiet, etc. Et voilà que de fait il y a des turbulences. Donc il est convaincu que sa dernière heure a sonné et autant vider son sac maintenant. Donc il lâche tout à cette malheureuse créature de sa belle famille. Il se fâche avec tout le monde, il leur dit ce qu'ils pensent d'eux, ils sont un peu sidérés. Certains répondent, mais enfin pas trop, ils sont quand même polis. Et ce qui se passe, c'est que il survit au crash. Donc, vous imaginez les règlements de compte qui vont avoir lieu par la suite. Mais pour vous donner un aperçu de l'humour vraiment de l'auteur, je vous lis quelques extraits. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, donc il pense que l'avion va crasher. Donc, sa femme s'appelle Laurette, ce qu'il trouve affreux. Alors elle lui dit, tu vois, tu aurais dû te baptiser quand je te l'ai demandé, me dit Laurette, désormais stressée. Oh là, ta gueule, hein, Laurette, tu ne vas pas m'emmerder les quelques minutes qui me restent à vivre. Tu as déjà bien pourri mes 5 dernières années.
Mais de quoi tu parles? Ben quoi, toujours sur mon dos, à me saouler pour les lessives, les poubelles, l'aspirateur, ne rentre pas trop tard, encore du foot à la TV. Ah oui, tu m'as asphyxié, tu as retiré mes petits moments de bonheur. Tu es en pleine crise de panique. C'est pour cela que tu me dis toutes ces méchancetés. Bon, ça, c'est à sa femme hein, qui s'adresse. Alors là, il parle de son beau-frère, Pierre Hubert, qui habite à Lannes. Pierre Hubert est un sale con, un bobo insupportable. Pourtant, c'est le frère de ma femme et donc je me dois non pas seulement de le tolérer, mais dans l'obligation de faire semblant de l'apprécier. Merci, convention familiale de merde. Pourquoi je le déteste? Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer, je veux dire. Peut-être parce que Pierre Hubert vote écolo, mais roule avec un énorme pick-up qui consomme l'équivalent du péniche. Il consomme local, non par conviction, mais parce que c'est tendance, parce que cela fait gauchiste, anticapitaliste. Non, mais c'est mieux de faire vivre les artisans de notre terroir, c'est tellement meilleur et puis tellement mieux pour mon empreinte carbone. M'avait-il dit un jour. Ah ouais, et prendre ton tracteur, faire 1 heure de route pour te rendre au golf, cela améliore aussi ton empreinte carbone. Tu crois qu'un golf, parce que c'est ouvert, c'est forcément bon pour la nature? Je ne sais pas si tu es plus snob que biais, mais ce qui est certain, c'est que tu jongles bien avec les deux. Alors vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. À un moment donné, il se retrouve dans un train, ce qui n'aime pas non plus. Alors il décrit le train qui est moche, etc. Et puis, au moment où je me dis ça, le train s'arrête à la gare suivante. Une femme de 45-50 ans s'assoit juste en face de moi. Elle me fixe, je la fixe. Elle est vilaine, un nez crochu, des cheveux gris-gras, elle sent la bête. Elle continue à me regarder avec insistance. J'ai peur. Et puis elle me sourit. J'aperçois 3 magnifiques chicots. Il n'y a pas à dire, ces 3 dernières dents ont de l'espace pour jouer. Elle pose sa main sur ma cuisse et me dit « Tu seras à l'arrêt suivant, Poussin ?» Je la regarde effarée. Je n'arrive pas à dissimuler de mon visage ma moue de dégoût. Je ravale ma salive et lui dis « Non, je descends à Charleroi. » Elle me répond « Dommage, Poussin, une prochaine fois. » Ben, voilà, je vous laisse savourer. Son style est très amusant. Bon, comme je vous dis, il y a un règlement de compte. Ça, ce n'était que le début, hein, on n'est même pas au premier tiers du bouquin. Ça commence comme ça et ça finit dans le même genre. Mais finalement, ben, la morale de l'histoire, si on veut, c'est que ben, tout le monde a des défauts et tout le monde est un peu insupportable aux yeux des autres. Et il faut arriver à se supporter et c'est ça qui fait les liens d'une famille. Voilà, ben écoutez, je vous encourage à le lire si vous avez envie de bien vous détendre. Family Crash de Jonathan Seal aux éditions Chloé Délices.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter L'histoire me sera favorable car j'ai l'intention de l'écrire de Caroline Marbez. Alors, si l'illustration de couverture m'a beaucoup plu, c'est quand même le titre qui m'a le plus interpellé. Faut quand même avouer qu'il avait le sens de la formule, Monsieur Churchill. Mais loin du grand homme, à 11 ans, la petite Alice est une élève aux résultats scolaires plutôt médiocres. Malgré tout, quelques années plus tard, et son diplôme en poche, elle obtient son premier poste d'enseignante, atteignant enfin un rêve que beaucoup lui auraient prédit inaccessible. Mais réaliser son rêve n'est pas tout, surtout quand le chemin choisi est semé d'embûches, dont certaines ont lourdes conséquences. Avec ce roman, la psychopédagogue de formation nous livre une histoire rétrospective. Celle d'une jeune femme qui joue les funambules dans le monde de l'enseignement, tanguant sur un fil fait d'espoir et de malaise, jusqu'à l'oubli d'elle-même. Elle ponctue son récit de diverses rencontres, dont celle avec Mamie, une grand-mère philosophe, tireuse de cartes à ses heures, qui porte sur la vie un regard plein de sagesse. Enfin, elle nous raconte le cheminement d'une jeune femme vers sa rencontre la plus importante. Mais je n'en dirai pas plus, car si vous voulez la découvrir, il vous faudra lire le livre. Alors bonne lecture! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter La douceur du brontosaure de Maëlle Gingembre. Alors, en toute honnêteté, je dois bien avouer que je suis vraiment loin d'être une grande lectrice de poésie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été attirée par ce recueil? Simplement parce que j'ai été touchée par le poème illustrant la 4e de couverture. C'est l'un des premiers du recueil, ceux d'un prélude contant la douceur de l'enfance, jusqu'à ce que celle-ci s'envole et laisse place à une symphonie où l'amour est roi et où l'essence se grise au contact de l'autre. Avant de se muer en ballade, celle d'une vie à deux et du temps qui passe, puis qu'enfin survienne un nocturne, celui qui annonce la fin, celui fait de souvenirs, de fleurs de vide, dans un univers si grand pour de si petites vies. Sous la plume de l'auteur, ce recueil devient une ode à la vie, à l'amour, à la beauté de la nature, aux saisons qui se succèdent, ne laissant derrière elles qu'éclat de souvenirs. C'est un recueil vibrant de vie, même bien après que celle-ci ait disparu. Moi qui ne lis jamais de poésie, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai découvert la douceur du brontosaure. Bonne lecture.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter L'été de l'oiseau de Dominique Dumont, le genre d'été qui pour toutes sortes de raisons est plus mémorable que d'autres. Du haut de ses 17 ans, Diego est à un âge où, loin de se sentir un homme, il ne se voit déjà plus comme un adolescent. Il faut dire que son parcours familial chaotique lui a laissé en héritage une certaine mélancolie ainsi qu'une certitude à propos de sa vie, il n'en fera rien. Pourtant, il aime bien celle qu'il mène dans le quartier de Montmartre, du moins jusqu'à ce rappel brutal de la réalité qui lui prouve que rien n'est immuable et la vie est prévisible. Le roman de Dominique Dumont est avant tout une galerie de portraits. Ceux de la famille de Diego, bien sûr, avec ses parents, ses grands-parents, sans oublier l'oncle José, mais aussi des gens qu'il rencontre ou côtoie au gré des circonstances, pour le meilleur ou pour le pire. En quelques phrases, l'auteur les croque, leur donnant vie et caractère pour les faire évoluer dans un monde d'incertitude. De Paris à Bruxelles, du quartier populaire de Montmartre à l'Occitanie, il nous fait partager des tranches de vie aux parcours fort différents qui se croisent pour se trouver, se retrouver ou se perdre. Quant à l'oiseau, si son rôle semble prendre des allures magiques, c'est peut-être simplement parce que ses ailes agitent un vent d'espoir et de liberté. Bonne lecture! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Les Nuits félines de Calipo. Alors, je reconnais que j'ai soulevé la couverture de ce livre avec un peu de méfiance, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, puis peut-être aussi parce que j'ai craint une lecture un peu trop pimentée à mon goût. Mais j'avais tort. Capable de revisiter la Genèse de manière fort originale, Manuel est un écrivain à succès. Mais si son travail lui donne entière satisfaction, sa vie amoureuse, elle, est loin de le combler. Pour remédier à ce manque affectif, il décide de faire appel aux dernières technologies scientifiques en vogue, aptes à métamorphoser Angelo, son chat, en humain. Pourtant, dès le retour du nouvel Angelo, Manuel doit se rendre à l'évidence, si les nuits sont félines, les journées le sont aussi. Même métamorphosé en humain, un chat reste un chat qui rechigne à porter des vêtements ou à prendre un bain, qui ne lappe que du lait, ne mange que de la viande et ne pense qu'à faire la sieste au soleil.
ses dépens, notre héros va bientôt découvrir que des nuits félines sont loin d'être suffisantes pour remplir une vie à deux. Si le thème permet à l'auteur diverses réflexions, sous un voile d'humour, ce livre cache une fable sur la solitude et la quête de l'autre. Une quête qui passe par des chemins étranges et cocasses, certainement semés d'ornières, mais qui, malgré tout, pourrait bien finalement mener notre héros vers la lumière. Alors bonne lecture!